Monsieur le Président, après avoir choisi Le Havre pour présenter le 15 juillet 2009 la politique maritime de la France, vous êtes à nouveau dans notre ville aujourd'hui. Je me permets, au nom du Grand Port Maritime et de la communauté économique havraise, de vous souhaiter la bienvenue au Havre et vous indiquer que nous sommes honorés de cette marque éminente d'intérêt. Je crois que depuis 500 ans que Le Havre existe, vous êtes recordman des visites de chefs d'État au Havre pendant l'exercice de vos fonctions. Et c'est pas terminé. Merci beaucoup. Bien, oui, vous avez accepté de présider une table ronde sur la politique maritime de la France. Cette table ronde est organisée autour de 3 thèmes. Les ports français, où les intervenants seront Christian Pasquetta et moi-même. La marine marchande, avec Christian Garin, président d'Armateurs de France, et Catherine Rivoillon du groupe Monoprix. Et l'Axe Seine et le Grand Paris, avec Antoine Grumbach et Antoine Ruffnac. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Je le dis au maire du Havre, cher Édouard, comme à mon ami Antoine Ruffnac, c'est pas simplement un plaisir de venir une nouvelle fois au Havre, même si c'est l'occasion de montrer le beau soleil normand et la qualité de vie au Havre, mais c'est surtout parce que j'ai toujours été profondément convaincu de la nécessité pour la France d'une grande politique maritime. La France a des façades maritimes considérables et j'ai le regret de constater qu'elle n'a pas exploité, la France, ce potentiel extraordinaire depuis tant de décennies. Un chiffre résume tout cela. Le trafic maritime en Europe, sur les 10 dernières années, a augmenté de 60%. Et malheureusement, les parts de marché des ports français en Europe, le marché augmentant de 60%, les parts des marchés français n'a cessé de régresser, passant de 18% à 14%. C'est pas normal. On ne peut pas laisser faire ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. On avait besoin de croissance, on a besoin d'emplois, on a besoin de création de richesses. On a une activité maritime qui explose partout dans le monde et on se ferait tailler des croupières par les ports de Rotterdam et d'Anvers. Il n'y a pas de fatalité. Est-ce que vous me comprenez ? C'est vraiment quelque chose qui n'est pas de gauche, qui n'est pas de droite, qui n'est pas d'opposition, qui n'est pas de la majorité, qui est d'intérêt national. La France, par son histoire et par sa géographie, un potentiel maritime, elle doit le valoriser. Et laisser mourir nos ports n'a pas de sens. Alors pour cela, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors, je suis venu plusieurs fois au Havre, mais si je reviens, c'est pour que vous compreniez que ça correspond pour moi à une conviction. La France peut gagner. La France n'est pas condamnée à l'échec. La France peut réussir. On a tous les atouts pour cela, pour peu qu'on le veuille. Et on savait parfaitement bien les raisons du blocage. Tout le monde les connaissait. Simplement, qu'est-ce qu'il y avait? Un peu de manque de courage. Et deuxièmement, le sacro-saint immobilisme français. Alors une fois qu'il y a quelqu'un qui met en œuvre, tout d'un coup, tout le monde se met en marche et comprend qu'il fallait le faire. Et au fond, on saute l'obstacle beaucoup plus facilement qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Mais il faut le faire, il faut un fait déclencheur. Et j'aurai l'occasion tout au long de la table ronde de dire un certain nombre de choses.
Mais je veux bien qu'on comprenne, je ne viens pas pour, comment dire, résumer toute la politique portuaire de la France à la seule réforme des ports. Sans la réforme des ports, rien n'était possible, que les choses soient claires. Mais la réforme des ports n'est qu'un élément à partir duquel nous allons pouvoir construire et développer beaucoup d'autres choses. J'ai rencontré les organisations syndicales. J'ai bien conscience que la négociation sur la pénibilité a été difficile pour tout le monde. Et je ne viens pas saluer la victoire d'un camp sur l'autre. C'est la victoire de la politique maritime de la France. Voilà. Je n'ai pas voulu céder. Et je remercie d'ailleurs Thierry Mariani et Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir conduit les négociations. J'ai indiqué à nos partenaires que nous ne céderions pas. Et aujourd'hui, la loi, elle est la loi, elle s'applique et les décrets d'application vont sortir très vite. Mais ils doivent comprendre que cette réforme, on l'a fait aussi pour eux. Voilà. Ce n'est pas la victoire des uns sur les autres. Ce n'est pas pour humilier tel ou tel. C'est pour, maintenant qu'on a la réforme, allez, on passe à la deuxième étape et on va encore plus loin pour la modernisation des ports et de la politique maritime. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas autre chose. Hein? C'est bien clair et ça doit être bien précis. Alors moi, je suis prêt à répondre naturellement sur le sujet à toutes les questions et à assumer mes responsabilités. Le mandat qui a été donné à Nathalie Kosciusko-Morizet et à Thierry Mariani, c'était de ne pas céder. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas expliquer aux Français, dans le cadre de la réforme des retraites, qui vont travailler 2 ans de plus, et céder à des demandes particulières qui pouvaient avoir des raisons. C'est pénible d'être grutier, c'est pénible d'être docker, je le comprends. Mais il y a un équilibre et il y a un compromis. Il faut qu'il y ait un État, et quand l'État a décidé que c'était juste, il ne doit pas reculer. Et c'est comme ça qu'on respecte les gens. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on construit. Je sais, je n'ai pas reculé sur la réforme des retraites, parce que c'était mon devoir d'État de garantir la pérennité du financement des retraites. Et je n'ai pas reculé sur la réforme des ports, parce que c'était mon devoir d'État, parce que ça ne servait à rien de parler de la politique maritime de la France si on ne faisait pas la réforme des ports. Et tout le monde le sait. Bon, ben maintenant, on a besoin de tout le monde, y compris de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la réforme, mais la réforme, c'est devenu la loi de la République. Et la loi de la République, elle s'applique. Elle s'appliquera. Hein? Voilà. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Le seul gagnant, j'espère, sont les ports français, et notamment le port du Havre. Voilà. Et la façon pour moi, j'en termine par cela, de dire que ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est tous les investissements que maintenant, nous allons encore développer pour justement profiter à plein de la réforme que nous avons engagée. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la réforme des ports que vous avez voulu était nécessaire pour que les ports français puissent espérer prospérer face à la concurrence européenne. Cette réforme arrive à son terme. La conclusion dans nos ports des accords locaux pour le transfert vers les entreprises de manutention des portiqueurs marque pour nous le début d'une nouvelle ère. Cela ne s'est pas fait sans douleur. Le trafic conteneurisé a souffert des perturbations sociales associées aux négociations nationales et locales. Pour la mise en œuvre de cette réforme, vous avez parlé de la pénibilité, ça a été un élément essentiel. Je rappelle pour l'assistance que cette réforme avait pour objet de renforcer le rôle d'aménageur et de gestionnaire du domaine public des autorités portuaires et de privatiser les activités de manutention et de gestion des équipements portuaires de quai. Il fallait donc que les grands ports français cèdent aux entreprises privées de manutention leurs grues et leurs portiques, et par voie de conséquence transférer à ces entreprises les salariés des ports affectés à la conduite des engins. Ce transfert des personnels, la partie de la réforme la plus délicate, sera effectif le 3 mai prochain. Une relance portuaire soutenue est à notre portée grâce aux investissements publics importants réalisés et grâce au dynamisme des entreprises qui ont elles-mêmes investi et se préparent à investir à nouveau pour améliorer leur efficacité et leur part de marché. En revanche, pour parvenir à contenir dans une perspective de développement le trafic des camions sur nos routes, nous devons pouvoir reporter vers le fleuve et le rail l'acheminement des marchandises. Pour le Havre, la réalisation du canal Seine-Nord est un signe fort et une opportunité qui, pour devenir un atout plutôt qu'une menace, exige la réalisation préalable de notre nouvelle plateforme multimodale
Et nous devons également, avant 2017, date prévue pour la mise en service du nouveau canal, pouvoir proposer à notre clientèle un accès fluvial direct à Port-de-Mille. Pour le rail, la situation est de l'avis des ports français plus préoccupante. Les ports français sont à la fois le principal espoir pour le redémarrage du fret ferroviaire et en même temps le fret ferroviaire est le seul moyen disponible aujourd'hui pour les ports français d'étendre leur zone d'action commerciale au-delà de quelques centaines de kilomètres. Malgré cette conjonction d'intérêts, nous sommes inquiets. La SNCF a pour stratégie constante de se désengager du fret tout en œuvrant pour freiner l'émergence d'une véritable concurrence. Les ports français appellent de leur vœu une réforme du fret ferroviaire qui, par un renforcement de la concurrence et le raccordement de nos ports au réseau transeuropéen, nous place au niveau des ports concurrents en ce domaine. Concernant le report modal, il est indispensable qu'une nouvelle politique fret soit mise en place pour le rail. Le report modal fait partie des engagements du Grenelle de l'environnement. Cela me conduit, Monsieur le Président, à évoquer la situation paradoxale dans laquelle plusieurs de nos ports se trouvent pour la gestion des zones industrialo-portuaires. Pour illustrer cette question, permettez-moi d'évoquer la situation du port du Havre et de sa zone industrielle. Au fil des décennies, le port du Havre a, en investissant de l'argent public, gagné sur la mer des surfaces. Ainsi, depuis 1950, la superficie terrestre de la circonscription du port du Havre, j'ai du mal, excusez-moi, la superficie terrestre de la circonscription du port du Havre dans l'estuaire a gagné 5000 hectares sur la mer. De cette surface, 2000 hectares, soit 40%, ont été classés en zone industrielle humide et nous sommes fiers de cet espace générateur de biodiversité. En revanche, nous devons pouvoir disposer du reste pour assurer le développement économique. Aujourd'hui, le lancement de la construction de la plateforme multimodale havraise est freiné pour des raisons environnementales, alors même que cette plateforme est un outil de protection de l'environnement. À notre avis, des textes législatifs clairs sont nécessaires pour éviter de retarder indéfiniment des projets utiles à la collectivité. Merci, Monsieur le Président. Puisque j'ai dit un mot sur la réforme des ports, il est justice de rendre hommage au rapporteur qui est ici, Jean-Yves Besselat, qui a conduit un travail remarquable et qui nous a permis de résoudre ce problème sans violence. Vous m'interrogez sur le fret. Évidemment, on veut moderniser le port du Havre, mais ce n'est pas pour que les conteneurs et les voitures y restent. C'est pour qu'à partir du Havre, vous puissiez servir vos clients et repartir. Le but n'est pas de rester à quai ou Havre. Non. Alors, nous avons décidé dans le cadre du Grenelle de l'environnement de doubler la part du non-routier, rail et fleuve, de 10 à 20% d'ici à 2020. Je parle des transports intérieurs. J'accepte tout à fait votre inquiétude sur l'avenir du fret. Je l'accepte un petit peu moins de la part d'organisations syndicales de cheminots qui disent s'inquiéter du devenir du fret début 2011, après avoir été pendant près de 6 semaines à l'origine d'une interruption quasi totale du trafic de fret. Franchement, si on s'inquiète du devenir du fret, je l'accepte bien volontiers, il ne vaut mieux pas bloquer totalement le fret, qui n'est pas la meilleure façon de le développer. Hein? Bon. Vous m'appelez parce que la SNCF réforme son fret, vous avez parfaitement raison, mais soyons honnêtes. Si la moyenne du trafic fret SNCF, c'est 13 km/h, c'est aussi parce que les trains de fret sont systématiquement retardés par rapport aux trains de passagers. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein? Comme il n'y a pas de sillon dédié, si vous faites passer toujours après le train de fret par rapport au train de passagers, vous retardez le train de fret. Donc si on veut que le fret soit une priorité, il faut aussi considérer soit qu'on fasse des sillons propres, soit qu'on leur donne davantage d'espace sur nos chemins de fer. Alors, le port du Havre sort 7% de ses marchandises par la voie ferrée, le port d'Hambourg sort 40% de ses marchandises par la voie ferrée. Qu'est-ce qui justifie ça? Sinon une absence de volonté politique qui doit changer. Nous avons donc décidé d'investir dans le rail
Le financement de la ligne Serqueux-Gisors, qui est l'axe fret majeur pour Le Havre, est désormais bouclé. Les travaux, je vous l'annonce, commenceront début 2012. Et nous mettons à l'étude son électrification. Voilà. Là, il y a une logique, on modernise le port du Havre, et il faut que le sillon ferroviaire principal soit fait. Deuxièmement, là aussi, pour qu'il y ait une évacuation soit par barge, soit par train, il faut des plateformes qu'on appelle intermodales, parce que sans plateforme intermodale, qu'est-ce qu'on fait avec le conteneur sur le quai? La plateforme multimodale, qui est la vôtre, c'est 140 millions d'euros pour faire des trains de fret dans le port même, puisque le but, c'est à quai, puisque vous avez augmenté la distance des quais dans le port, plus de bateaux qui déchargent plus de conteneurs, mais notre idée, c'est de faire venir le train par la plateforme modale dans le port, pour qu'il n'y ait pas de rupture de charge. Alors, cette infrastructure, pour nous, elle est prioritaire. Alors, je sais qu'il y a une autorité environnementale qui a rendu un avis défavorable, mais j'ai demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet de s'impliquer personnellement pour trouver une solution à cette difficulté. Et je voudrais rappeler la règle du jeu quand même. Je suis le premier à défendre les règles environnementales, c'est l'intérêt de tout le monde. Mais j'aimerais qu'on voit ça avec un minimum d'ouverture et pas de sectarisme, parce que le jour où les humains ne pourront plus travailler, ça n'améliorera pas la protection de l'environnement. Voilà. Ça s'appelle l'équilibre et ça s'appelle le compromis. Hein. Alors on ne doit pas faire n'importe quoi, on ne fera pas n'importe quoi, mais on ne peut pas d'un côté, au nom de l'environnement, demander à Nathalie et à moi de développer le, comment on appelle ça, le ferroutage, le fret sur train, et de l'autre, quand on veut réaliser une plateforme multimodale, justement pour qu'il y ait moins de routiers et plus de ferroviaires, dira il y a un problème. Alors, Nathalie va prendre ça directement en main. Si elle a des difficultés, elle me le dira, mais je souhaite la réalisation de la plateforme multimodale. Et pas dans longtemps, maintenant. D'ailleurs, j'ai la faiblesse de penser, Nathalie, que si on ne trouve pas la solution maintenant, on ne la trouvera pas plus facilement dans 3 ans. On a déjà perdu assez de temps pour les ports français depuis plusieurs décennies. On ne va pas en perdre pour maintenant. Enfin, on m'a indiqué que l'opérateur ferroviaire de proximité qui va opérer sur le port est constitué depuis quelques jours. Vous l'appelez Normandie Rail Service, pourra travailler dans les prochaines semaines. C'était un engagement du plan fret. Il est désormais tenu, mais Monsieur le Président Fournier, c'est capital. Nous n'avons pas fait tout ça pour faire du port du Havre une impasse. Donc, plateforme multimodale, elle se fera. Nathalie s'en occupe. La ligne Serqueux-Gisors, le financement est débloqué. Les travaux vont commencer là, dans quelques mois. Et nous allons respecter notre plan d'investissement à la lettre. Voilà. Parce que je me suis engagé dans le développement de la politique maritime française et je ne céderai pas. Et d'ailleurs, je reviendrai tous les ans, si vous le voulez bien, sur le port du Havre pour m'assurer que les choses avancent comme j'ai demandé qu'elles avancent. Parce que je m'aperçois d'une chose, c'est que tout ce qui était impossible, à une minute où je dis, mais dans le fond, je vais aller voir sur place, tout d'un coup, il y a 80% des impossibilités qui s'arrêtent, qui deviennent possibles. Vous êtes le bienvenu, Monsieur le Président. Oui. J'ai compris que c'était très généreux de votre part et totalement désintéressé. Donc, Monsieur le Président Fournier, vous voyez avec la ministre qui va s'en occuper personnellement et on doit trouver une solution. Voilà. En tout cas, la plateforme multimodale, c'est un enjeu environnemental considérable, voilà. Surtout sur le port du Havre. Bien, la parole est maintenant à Christian Pasquetta, qui opère un terminal portuaire au Havre et un autre à Marseille. Oui, Monsieur le Président, bonjour et merci de vous intéresser de façon aussi intense au port. Donc je vais être un tout petit peu redondant avec ce que Gilles Fournier vous a dit.
en reprenant quand même brièvement un petit historique. 92, c'est effectivement le changement de l'organisation du monde docker. Puis, plus grand-chose ne se passe jusqu'à 2004. 2004, c'est le démarrage des projets de Port 2000 pour une mise en service en 2006. 2006-2008, c'est le travail de Claude Gressier, d'analyse, de préparation, de présentation. Janvier 2008, vous annoncez votre intention de mettre en place une réorganisation, une réforme des ports. Juillet 2008, la loi est votée. Et on saluera là le côté un peu exceptionnel de la performance. Mais on ne s'arrête pas là. Le 30 octobre 2008, on signe un accord social pour accompagner, je dirais, le déplacement des personnels des ports vers les entreprises de manutention. Et enfin, 2010, il y a 10 jours maintenant, c'est la signature unanime des partenaires sociaux de la Convention collective unifiée et qui, tout le monde le sait, est assortie d'un accord sur la pénibilité dont vous avez bien voulu rappeler les termes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les conséquences pour les entreprises de cette situation nouvelle? En fait, c'est beaucoup plus de responsabilité. Et cette responsabilité, ce sera la pleine responsabilité du dialogue social qui était antérieurement partagé entre les autorités portuaires et les entreprises de manutention. Ce sera la pleine responsabilité des investissements qui sont nécessaires pour réaliser les opérations avec à la fois une liberté de choix, mais aussi une obligation d'assumer. Ce sera aussi la pleine responsabilité de l'organisation du travail qui a souvent été citée comme le commandement unique, mais qui est un élément déterminant de l'amélioration des choses. Au bout du compte, les entreprises pleinement responsables sont vraiment aujourd'hui, la notion de Union nationale des industries de la manutention mérite son nom, puisque si on examine les capitaux, enfin la part des capitaux dans le prix de revient de la prestation, suivant la nature du trafic, on oscille entre 33 et 55% du prix de revient. Donc on voit bien que ce sont des entreprises très capitalistiques. C'est donc le gage d'une volonté farouche pour les entreprises de développer les trafics, et nous sommes parfaitement conscients, pour le pratiquer depuis de nombreuses années, qu'une des conditions sine qua non, c'est notre capacité à gérer le dialogue social pour éviter justement ces inconvénients que vous venez d'évoquer avec les cheminots tout à l'heure, et d'être capable de progresser tout en maintenant effectivement la paix sociale. Donc il faut transformer l'essai. Transformer l'essai, c'est optimiser l'organisation de la rupture de charge. Je pense que c'est l'affaire de quelques mois. Il faut, et c'est l'élément le plus important, et je me tourne vers certains participants, il faut qu'on reconquiert la confiance de nos clients, les armateurs, la confiance de nos clients, les chargeurs, parce que sans eux, je pense qu'on peut faire les plus beaux outils, ils ne serviront pas à grand-chose. Ce sera aussi l'affaire de quelques mois, enfin en tout cas je le souhaite ardemment. Et enfin, bien évidemment, c'est une véritable politique commerciale volontariste, je dirais presque agressive, pour aller rechercher ces fameuses parts de marché dont vous disiez qu'elles avaient été perdues, ce qui est malheureusement la réalité, et en particulier dans le conteneur. Donc quelques sujets de réflexion au sein des entreprises, quelques pistes. Le Grenelle de l'environnement, et vous-même avez rappelé votre volonté de voir se développer les parts de marché des modes massifiés. Moi, je souhaite simplement qu'on regarde effectivement sans concession les problématiques économiques qui sont liées à ces aspects-là. Simplement pour une raison, le fluvial est en général en France de plutôt courte distance, Lyon et la Bourgogne, Paris et dans quelques années Seine-Nord. Et souvent, l'économie qui est faite sur la différentielle de transport ne permet pas totalement d'assumer les ruptures de charge dans les conditions qui sont existantes aujourd'hui. C'est donc quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec attention, parce que c'est quand même la condition sine qua non de la réussite que d'être capable d'offrir, au-delà de la fiabilité, de la qualité de service, etc., des prix compétitifs qui permettent que les choses se fassent. Je pense qu'il y a aussi probablement une vraie réflexion à poursuivre et à développer autour de le transport maritime comme alternative au transport terrestre national. Je n'entends pas forcément le feedering, mais simplement le cabotage métro-côtier, les autoroutes, etc.
Un certain nombre de nos ports, enfin un certain nombre des régions françaises ne sont pas forcément desservies par des fleuves directement, ou ne sont pas forcément desservies dans les meilleures conditions par, je dirais, le ferroviaire. Et j'y vois un autre intérêt, c'est que ça permettrait probablement de dynamiser un peu tout ce réseau extraordinaire de ports, puisque 27 ports à peu près commerciaux sur les façades méditerranéennes, Atlantique et Manche. Et donc quelque part, s'il y avait du transport alternatif au transport terrestre par ce mode maritime, ce serait probablement très intéressant. Alors après, une autre question, c'est le président de l'UNIM qui vous parle. Ce sont 27 groupements portuaires. La réforme concerne 7 ports autonomes, donc 20 ports décentralisés se voient effectivement intégrés dans la mise en œuvre de la Convention collective nationale unifiée. Et ça mériterait un examen attentif de la situation créée pour ces ports-là. Et donc, je n'ai pas de solution, j'ai simplement des pistes que je souhaiterais voir ouvrir. Enfin, il y a un autre élément très important. Même si les relations entre les ports et les entreprises ont très souvent été de bonne qualité, je pense que la loi modifie profondément le rôle de l'un et de l'autre. Les investissements seront assumés de façon beaucoup plus importante par les entreprises. Le rôle d'aménageur et de promoteur de place sera aussi, je pense, quelque chose de déterminant au niveau des ports. Et il y a probablement à réfléchir à un nouveau partenariat sur lequel il serait bien de définir un peu une doctrine, puisque dans la plupart des ports, les équipes qui existaient continuent à exister. Et donc c'est bien effectivement d'apporter un peu une parole nouvelle sur les nouvelles modalités de fonctionnement entre nous pour qu'on véritablement on réussisse. Et je peux vous assurer que c'est la volonté de la totalité des entrepreneurs de manutention en France que de regagner ces parts de marché, voire d'ailleurs de les faire dépasser leur situation antérieure. Monsieur le Président, je veux d'abord saluer le partenaire responsable que vous avez été pour les pouvoirs publics dans le cadre de la réforme des ports. L'objectif pour nous est simple. Nous représentons à peine plus de 6% du trafic des conteneurs en Europe. La France, à peine plus de 6%. Allez, on va se fixer un objectif qui est doublé d'ici à 2020. Tout repose sur la confiance. On vous soutient à fond. On a voté tous les textes pour que les ports fonctionnent. Les plans stratégiques des grands ports maritimes français, les 7, c'est 2,4 milliards d'ici à 2013. 2,4 milliards. Depuis quand a-t-on investi une telle somme? Et nous serons au rendez-vous de la part de l'État. 400 millions sur le port du Havre qui ont déjà été investis. Donc, réforme législative, réforme des statuts, plan stratégique pour les 7 grands ports. Pourquoi je parle des 7 grands ports, Monsieur le Président? Parce qu'on a une responsabilité. Les autres, je ne parle pas des ports outre-mer, sur lesquels il y a un travail spécifique à faire, mais c'est les ports qui appartiennent aux collectivités territoriales. Nous sommes prêts à discuter avec elles, mais que dirait-on si l'État s'emparait de l'avenir des ports appartenant à des collectivités territoriales? C'est à elles de savoir ce qu'elles veulent en faire et éventuellement de demander à l'État une participation d'une manière ou d'une autre. Mais c'est dans ce sens-là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Enfin, je ne suis pas le ciel, mais disons Nathalie et Thierry. Mais ça peut pas être, on ne peut pas toujours en France attendre qu'on vienne supplier les gens de faire un effort pour ne pas mourir. Moi, j'ai été élu pour aider tous ceux qui veulent s'en sortir. Et on le fait. Mais il y a une prise en main quand même par la collectivité de base de son avenir et de ses intérêts. On ne peut pas réveiller les gens qui ne veulent pas se réveiller. On peut aider. Bon. Donc, on a un objectif, on va doubler notre part de trafic conteneur. On réalise les 2,4 milliards de travaux dans le cadre du plan stratégique. Vous me parlez des autoroutes de la mer. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, on y croit totalement. C'est incontestablement l'avenir. Il y en a une qui fonctionne, Nantes-Riron, avec l'Espagne. Je sais qu'un certain nombre d'armateurs ont décidé d'augmenter la capacité du navire, mais nous, on soutiendra
totalement les autoroutes de la mer. Le canal Seine-Nord, n'en ayez pas peur. Au contraire, c'est un atout considérable. Parce que, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Le Havre a une chance géographique exceptionnelle. Vous êtes en bordure de la région européenne la plus dynamique et la plus riche. Hein, toute cette partie au confluent de la Hollande, de la Belgique, du Benelux, la France, et point de passage avec l'Allemagne. Il y a là, comme disent les économistes, un sillon, une zone de croissance considérable. Si on vous laisse dans le coin, vous ne pouvez pas en profiter. Donc, fret ferroviaire, plateforme multimodale, et le canal Seine-Nord, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a décidé il y a 3 semaines, c'est 4,5 milliards d'investissement, c'est un canal de 106 km de long, de 54 mètres de large, de 6 à 7 mètres de profondeur, avec 2 ponts autoroutiers. On surbaisse l'autoroute pour faire passer le canal sur un pont, qui va permettre de brancher la totalité des canaux français et du trafic fluvial français avec la totalité de l'Europe. Alors, certains me disent, oui, mais alors vous allez faire venir la concurrence. Mais elle est là, la concurrence. Je n'ai pas le pouvoir de vous protéger de la concurrence. J'ai le devoir de vous donner les moyens d'affronter la concurrence et que la France soit meilleure. Hein? Parce que, dans mon esprit, Antoine sait que je pense ça depuis longtemps, le port, le ferroviaire, fret, le fluvial, mais c'est le même intérêt. Parce que, naturellement, tout ce qu'on amène au Havre doit pouvoir être dégagé le plus rapidement possible du Havre pour aller aux consommateurs finaux. C'est ça la logique. Et pour cela, ça ne peut pas être simplement le routier. Vos voies n'y suffiraient pas, les gens ne l'accepteraient pas. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut arrêter le transport par route, naturellement. Je sais que Thierry les voit même cet après-midi, ils ont des problèmes, on va les aider. Mais c'est un ensemble. Hein. Et le Havre, c'est la plateforme tournante qui va nous permettre de développer le fluvial, de développer le ferroviaire, de développer la construction navale. C'est la raison pour laquelle l'État a pris 33% du chantier de Saint-Nazaire, de développer le moteur du bateau du futur, de développer le pavillon français, de développer les métiers de la mer et du transport, de développer les métiers de la logistique. Enfin, pardon, je suis passionné, mais parce que je crois qu'ici bat l'un des poumons économiques majeurs de la France. Alors, M. Basqueta a dit quelque chose de très important, il faut créer de la confiance. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a une réputation, nous les Français. Un pays intelligent, un pays fait bon vivre, un pays a un cadre de vie extraordinaire, mais les conflits sociaux, les paralysies, les lourdeurs administratives, ça nous a fait un mal considérable. Hein? Surtout que dès que quelqu'un fronçait le sourcil, on cédait. Enfin, les deux, sourcil. Non. Évidemment, ça crée des habitudes. Enfin, c'est un peu terminé quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que quand on fait la réforme des retraites avec la pénibilité, moi je ne fais pas la réforme des retraites pour m'amuser. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est impopulaire. Qui peut être content qu'on travaille 2 ans de plus sans augmenter sa retraite? Mais si on ne l'a pas fait, si on ne l'avait pas fait, c'est tout le système des retraites qui s'effondrait. Ben, je préfère affronter la mauvaise humeur des Français parce qu'on leur demande de travailler plus, plutôt que la colère des Français le jour où ils se rendraient compte qu'après avoir travaillé toute leur vie, il n'y a pas d'argent pour payer leur retraite. J'aimerais qu'on y pense un petit peu à ça. J'aimerais qu'on y pense. Hein? Il y a déjà 1,5 million de retraités pour lesquels, pour financer leur retraite, on va à la banque chercher de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Avec la réforme que nous avons fait passer, tous les Français doivent savoir que leurs retraites seront payées et qu'il n'y a pas de souci à se faire. Mais il y a un climat de confiance. Si, c'est pas simplement qu'on se mettait en grève, enfin, c'est qu'on se mettait en grève puis on paralysait tout. Ça, c'est pas ça le droit de grève. Avec le service minimum, quand il y a grève, les trains fonctionnent, les avions fonctionnent, les bus fonctionnent, les métros fonctionnent.
Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle un état de droit. Hein? Alors, vous avez parlé de la réforme de 92. Moi, je veux rendre hommage à M. Le Drian parce qu'il a été courageux. Enfin, ça vous a mis aussi dans une situation invraisemblable. Les dockers avaient un statut, les grutiers en avaient un autre. C'est normal? On peut fonctionner comme ça? Alors, tout ça, c'est bel et bon. En 1992-2007, c'est fantastique, on nous a laissé faire le travail quelle preuve de confiance, rétrospectivement, je me dis, c'est merveilleux. Hein? Mais enfin, quand même. Entre 1992 et 2007, il y a un chemin, quand même. Pourquoi les grutiers devaient-ils avoir un statut différent des dockers? Alors qu'au fond, ils travaillent sur le même endroit, pour le même client. Bon, je respecte, je sais que c'est difficile. Et c'est un travail difficile. C'est pourquoi on a tenu compte de la pénibilité. En des 4 ans, ce n'était pas possible. Et je confirme que l'État n'a jamais changé de pied et que j'ai toujours maintenu une même position. Voilà. Hein? Là encore, il faut de temps en temps mettre un peu les points sur les i. Et c'est ça le climat de confiance. Et avec des gens comme vous, je suis sûr qu'on va le regagner. Parce que tous les syndicats, même que j'ai vu tout à l'heure, ils ont bien compris qu'il s'agissait de développer l'activité des ports. Ils joueront le jeu. Moi, je leur fais confiance. Voilà. Je crois... Pardon, mais je pense qu'il faut toujours faire le pari de la confiance. On a eu un désaccord, c'est incontestable. Bon, là, c'est fait. C'est comme pour la réforme des retraites, on a eu un désaccord. OK, c'est fait. Est-ce que vous voyez un article sur la réforme des retraites aujourd'hui? Ah oui, j'ai bien vu. Les gens qui disent qu'on viendra à la retraite à 60 ans. Ben, notez bien. Hein? Notez-le bien, puis on verra. Hein? On verra. Un pays comme la France, qui a une dette de 1500 milliards d'euros, qui doit emprunter, voulez-vous qu'on devienne l'Irlande, le Portugal, la Grèce? Regardez ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis. Je n'ai pas été élu pour que la France soit dans cette situation. Et je ne l'accepterai jamais. Hein? Parce que 1500 milliards d'euros pour financer notre dette, aujourd'hui la France est triple A, elle emprunte à moins de 3% et demi, hein? Ce qui fait payer quand même 5 milliards d'euros d'intérêt de la dette. Hein? Et si on renonce à cette réforme, ou si nous ne l'avions pas faite, c'est le triple d'intérêt qu'il faudrait payer. Il faut le dire aux Français. Hein? Parce qu'à un moment donné, vous savez, moi j'ai grande confiance dans la lucidité, dans l'intelligence de nos compatriotes. Ils en ont tellement entendu. Ils savent parfaitement ce qui mentent. Car c'est un mensonge. Et ceux qui essayent de trouver le chemin de la vérité, essayez. Alors évidemment, c'est pas si facile. Parce que quand on est élu, il faut faire des choses. Quand on ne l'est pas, il faut parler. Hein? Et ça, de ce côté-là, du côté de la parlotte, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'interrogeait, il me dit « Ah, ben les experts disent que la prime pour le pouvoir d'achat, c'est pas possible. » Je dis « Oui, mais ils ont fait expert parce qu'ils ne pouvaient pas faire acteur. » Il n'y a personne qui veut être expert. Alors, dès que je prends une décision, tout d'un coup, je vois une floraison d'experts. L'expert de la Côte d'Ivoire, l'expert de la Libye, l'expert des ports, l'expert de... Et on dit, mais vous avez habité à Côte d'Ivoire? Ah non, jamais, non. Vous connaissez le travail dans un port? Ah non, non, je suis expert. Expert sur les retraites aussi. Des experts, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La France, elle n'a pas besoin d'experts, elle a besoin d'acteurs qui s'engagent, qui prennent des risques, qui essaient de construire un projet d'avenir. Et c'est pour ça que je reviens au Havre. Et c'est pour ça que ça me passionne. Et c'est pour ça, je le dis à Antoine, je le dirai dans quelques instants, que tous les projets que j'ai évoqués pour le Havre, dans mon discours de 2008, on les mènera à bien. Pas simplement parce que c'est Antoine Ruffnac ou Édouard Philippe ou vous, mes amis de ce département, de cette région, bien sûr, parce que c'est d'intérêt national. Parce que la réponse française à la crise, c'est pas la rétractation. C'est l'investissement, c'est l'innovation, c'est l'intelligence, c'est l'ambition et c'est la vision. Je le dis devant Antoine Gombach, pour ça que j'ai voulu le Grand Paris. Parce qu'il y a des tas de gens qui m'ont dit, vous faites le Grand Paris, mais il y a la crise. Et c'est justement parce qu'il y a la crise, j'ai demandé à Maurice Leroy d'avoir l'ambition du Grand Paris. Parce que quand il y a la crise, il faut des projets. On s'en sort par le haut, on s'en sort pas par le nivellement, on s'en sort pas par l'égalitarisme. Voilà,
C'était pas du tout la question de M. Pasquetta, mais j'avais tellement envie de lui dire que... Bon. C'était pas sa question, mais c'était votre réponse. Oui, oui. Donc, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, je vous propose de donner la parole à Catherine Rivoillon, qui est, en tant que responsable internationale du groupe Monoprix, cliente de nos ports. Bonjour Monsieur le Président. Alors moi je vais faire un témoignage sur l'action de Monoprix, mais très rapidement je voulais vous rappeler quelques chiffres pour Monoprix, c'est-à-dire 4 milliards de chiffre d'affaires annuel, près de 400 magasins et surtout 800 000 clients, puisque vous êtes très attachés à la notion de clients. Nous avons, nous, toujours été fidèles au port du Havre. Je pourrais le rapprocher de façon concomitante à notre engagement en faveur d'un développement durable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Havre était pour nous une réelle opportunité, à la fois par sa mixité multimodale, mais aussi parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, elle était tout à fait la voie logique de l'entrée sur le territoire national, puisque notre entrepôt a été recentralisé. Nous avons recentralisé nos flux d'importation sur le Havre, et donc un entrepôt en région parisienne qui se trouve à proximité de la Seine. Donc bien évidemment, cette ouverture sur le Havre et cette centralisation vers, vers cet entrepôt en Seine-et-Marne à Comble-la-Ville nous a aussi amené à nous projeter vers l'avenir et à devenir finalement presque des pionniers ou des précurseurs d'un transport multimodal. Et c'est pour ce fait que nous avons très tôt imaginé et mis en œuvre le transport par voie fluviale à partir de 2003 de l'ensemble de nos conteneurs qui arrivaient sur le Havre. On aurait aimé se fixer bien évidemment l'ensemble. On a fait venir 70% de nos flux d'importation par le fleuve. Et puis à partir de 2007, insatisfait de ne pas arriver à notre objectif, on a commencé à se poser des questions et à mettre en place le transport ferroviaire sur le transport de nos conteneurs en arrivée sur le Havre jusqu'à l'entrepôt de Seine-et-Marne. Alors maintenant, effectivement, par rapport à tout cela, on a eu un avantage non seulement économique, mais également environnemental, puisqu'on a économisé l'équivalent de 230 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui était quand même une première sur le transport de conteneurs. Mais nos attentes sont les suivantes. Tous les jours, je vis la pression dans l'entreprise de déporter cet arrivage de conteneurs vers d'autres ports européens. Je maintiens le cap, je tiens fort la barre. Et bien évidemment, j'ai hâte de voir arriver cette fiabilité sur le port du Havre, fiabilité des opérations portuaires, mais également ce que j'attends du port du Havre, c'est qu'on nous garantisse cette non-rupture de charge. Vous en parliez à juste titre, Monsieur le Président. Effectivement, la rupture de charge est un fait critique pour nos entreprises, puisque nous perdons du temps et les marchandises qui arrivent par voie maritime sont souvent des marchandises très attendues par les clients, sont des marchandises qui ont une durée de vie de 12 à 15 jours en magasin, et effectivement plus on va accroître les ruptures de charge et moins on va devenir crédible vis-à-vis de nos clients. Ça, c'était ma deuxième attente. Et la troisième attente, elle va être également très simple, elle se situe au niveau de l'environnement. C'est que nous avons, nous, développé une flotte au GNV pour relivrer nos magasins en sortie de nos entrepôts. On utilise également des moyens propres pour relivrer la clientèle jusqu'à son domicile. Et on se dit que finalement, le dernier kilomètre entre l'arrivage sur un port ou une gare, la gare de Valenton, qui se trouve à 12 km de l'entrepôt, on se dit que finalement, ce qu'il serait pas mal, c'est de trouver un moyen de transport qui soit plus vertueux, pour finalement boucler cette boucle du développement durable et être cohérent par rapport à notre engagement, puisqu'on a vraiment besoin de véhicules vertueux pour faire la livraison des derniers kilomètres. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Bien. Donc maintenant, Monsieur Christian Garin, qui est président d'Armateurs de France, va parler du transport maritime. Bonjour Monsieur le Président, merci. Vous avez rappelé la performance médiocre des ports au cours des dernières années. Je voudrais rappeler un autre chiffre. 90% du commerce mondial maintenant se fait par voie maritime. Il y a dans le monde 50 000 navires et les armateurs français que je représente en contrôlent 1400 simplement, dont 200 sous pavillon français.
C'est à la fois peu et c'est à la fois énormément pour les ports. Je voudrais rappeler que pour les ports français, les armateurs français sont d'abord les premiers clients. Il n'y a pas de port s'il n'y a pas d'armateurs qui desservent ces ports. Et les armateurs français, au cours des dernières années, malgré les difficultés liées à la mise en œuvre des différentes réformes, ont représenté jusqu'à environ 50% dans le conteneur des volumes traités sur les quais. Les armateurs sont également présents et ont accompagné la réforme qu'ils avaient souhaitée et pour laquelle ils vous remercient. Ils sont présents au travers des entreprises de manutention. La plupart des entreprises de manutention, ce n'est pas M. Pasquetta qui me démentirait, appartiennent à des armateurs et qu'ils sont donc à la fois acteurs en tant que représentants du navire et en même temps en tant que manutentionnaires sur les quais. Enfin, les armateurs sont présents dans nos ports sur un troisième point, et il faut également le rappeler, ils sont présents parce que ce sont eux qui ont pris la responsabilité et la charge des nouveaux terminaux privés. Vous savez qu'une partie des terminaux, comme le terminal de France au Havre et Fosse 2XL à Marseille, ont été concédés à long terme, 30 ans, 35 ans, à différents armements. Ces armements, différents armements français, ont pris la responsabilité de les opérer. Alors maintenant, nous sommes, nous, face à la réforme. Elle est réussie. Comme l'a rappelé Christian Pasquetta, elle a été réussie dans un temps très court, entre le discours prononcé à Marseille en janvier 2008 par votre Premier ministre, et puis le vote de la loi et la mise en œuvre de la loi. Maintenant, quelle est la deuxième étape? Eh bien, la deuxième étape, c'est la reconquête. Il y a actuellement, au niveau du commerce français, 8,5 millions de conteneurs. Le premier port français s'appelle Anvers. C'est ni Marseille, ni Le Havre. Marseille et Le Havre font 3,5 millions de conteneurs. Nous avons 5 millions de conteneurs à récupérer dans nos ports. Nous avons, grâce à cette loi, la fiabilité. Nous espérons avoir la compétitivité. Vous pouvez compter sur nous pour ramener ces conteneurs. Un dernier mot. Nous sommes également acteurs de la filière logistique. Et à ce titre-là, je voudrais vous donner un chiffre. 1000 conteneurs de plus, c'est un emploi direct dans les entreprises de manutention. 1000 conteneurs de plus, c'est 10 emplois directs dans la logistique. S'il y a 5 millions de conteneurs à récupérer, Monsieur le Président, il y a 50 000 emplois à créer dans les prochaines années. Nous espérons que vous poursuivrez cette réforme avec autant de force et de courage que vous avez eu pour la mettre en œuvre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame Rivaud-Allon, je n'ai pas d'autre commentaire à faire que de dire que tout ce qu'on fait, c'est pour que des clients fidèles comme Monoprix au port français continuent à être fidèles et même développent leurs implantations. Vous avez vos contraintes, on a essayé de s'adapter. Comme vous le savez, on a mis en place un plan véhicule électrique. C'est l'État qui a fait ça. Un bonus-malus. La France a aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Nathalie, le parc de véhicules automobiles le plus propre d'Europe. Je ne crois pas à la coercition, je crois à l'incitation. Et si l'État ne s'était pas engagé sur le plan véhicule électrique, aujourd'hui, on en parlerait et il n'y aurait rien. D'ailleurs, je le dis au président Garin, j'attends beaucoup du navire du futur et des activités du Conseil d'orientation, le CORICAN. De la même façon que nous travaillons sur l'avion du futur, la voiture du futur et le navire du futur. Nous avons fait un plan d'investissement stratégique de 36 milliards d'euros. Il y a de l'argent disponible pour travailler sur le navire du futur. Car tout est un ensemble. Moi, je n'attends pas qu'on n'achète que des bateaux aux Coréens. On va continuer à fabriquer chez nous des bateaux, des trains, des autos, des avions. Mais pour garder un coup d'avance, il faut qu'on travaille sur l'avion du futur, le navire du futur, la voiture du futur. Votre filière, c'est une filière moderne, stratégique pour l'économie française. Donc il faut innover. J'attends également beaucoup de la création de l'École nationale supérieure maritime, parce que je crois que la réponse à tout ce qu'ont dit M. Pasquetta et Garin, c'est la formation des hommes et des femmes qui travaillent dans les ports. Et je voudrais que cette école devienne la grande école des métiers de la mer. Et que les jeunes Français se rendent compte que les métiers de la mer, c'est un avenir. Hein.
la construction, la logistique, le transport, l'innovation, les ports, peu importe. C'est magnifique. Enfin, quand on se promène sur le port du Havre, on est stupéfait. C'est absolument magnifique ce qui a été construit. C'est d'une beauté considérable, c'est impressionnant ce que savent faire les gens. Et il y a de quoi être fier pour vous, pour votre ville, pour votre département, pour votre région, d'un tel port. Hein. Donc, j'espère que vous l'avez compris. On va, enfin, c'est pas une lubie de ma part. La réforme des ports, c'est pas une question d'avoir une victoire sur telle ou telle organisation, ça n'a aucun sens. C'est un processus long que nous allons mettre en place avec détermination à chaque instant. Dites-vous bien, les clients de nos ports, parce que ce que dit M. Garin est vrai, je connaissais ce chiffre. Le premier port français, pour les conteneurs français, c'est Anvers. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais, je suis profondément européen, mais quand même, je ne suis pas là pour travailler pour le port d'Anvers, même si je préfère le port d'Anvers à tant d'autres, mais quand même, pourquoi on ne peut pas me reprocher d'être triste de voir que la position géographique de la France et ses façades maritimes ont conduit à faire comme premier port des conteneurs français Anvers. Ce que a magnifiquement réussi Anvers, nous on va le réussir en mieux encore ici. Parce que l'objectif qui est le nôtre, c'est d'aligner la France sur les meilleurs standards, pas sur les plus mauvais. Pourquoi j'ai fait tant de choses pour approcher l'Allemagne et la France? Parce que je veux que la France, elle s'inspire de tous ceux qui réussissent. Si je peux intervenir, Monsieur le Président, le port du Havre est bien mieux placé pour accueillir les grands navires que le port d'Anvers. Ça aurait manqué si vous n'aviez pas dit ça, Monsieur Fournier. Voilà, merci. Oui, excusez-moi. Donc, je vous ai interrompu, j'en suis confus. Pas du tout. Et il est donc temps maintenant de passer au dernier thème de notre table ronde, qui est de parler de l'axe Seine et du Grand Paris. Je donne la parole à Monsieur Antoine Grumbach, urbaniste, qui a, vous le savez tous, travaillé longuement sur cette question. Monsieur le Président, lorsque le 29 avril 2009, vous nous avez annoncé que l'ensemble des équipes allaient poursuivre leur travail et que particulièrement la proposition que nous avions faite avec mon équipe de travailler sur Paris-Rouen-Le Havre était un grand axe de réflexion nécessaire, nous en avons été absolument passionnés. Depuis cela, il faut savoir que l'ambition a fait le tour du monde. Dans le monde entier, je suis appelé à assister à des conférences pour expliquer comment j'ai réussi à proposer quelque chose en tant qu'architecte urbaniste avec une équipe qui a été reprise par le président de la République. Que ce soit en Corée du Sud à Séoul, où le président de la République m'a fait venir pour me demander de les conseiller sur l'ensemble du développement portuaire, que ce soit au Québec, où nous étions il y a quelques jours avec d'ailleurs M. Ruffnac, que ce soit partout dans le monde, aujourd'hui, et ça m'arrive des interviews, il y a une attente formidable de cette ambition que vous avez soutenue de faire de la vallée de la Seine et de relations entre Paris, Rouen et Le Havre un grand axe de développement. On s'inscrit par là dans une réflexion qui est mondiale. Pourquoi? Parce que le déplacement de 300 km aujourd'hui, c'est l'échelle à laquelle se fait la planification. 300 km, c'est 1 heure de TGV. Et que vous alliez aux États-Unis, sur la côte Est ou sur la côte Ouest, que vous alliez à Shanghai, que vous alliez partout dans le monde, les gens se disent, ben oui, on a cette question d'un développement au XXIe siècle à l'échelle de grands territoires. Et pourtant, comment on va faire? Et tout le monde attend de voir comment nous allons faire, comment nous allons nous y prendre, et comment nous allons arriver à ce que cette ambition et cette attente, on le fait. Alors, la question de cette exemplarité, elle est pour moi essentielle, et elle passe par plusieurs points. Elle passe d'abord par le fait que, si vous voulez, je vis depuis 2 ans une espèce de schizophrénie permanente entre les bonnes volontés énormes. D'abord, les élus. J'ai rencontré un grand nombre d'élus de la Défense au Havre, d'agglomération. Tout le monde dit, on y croit, on en a envie. Tout le monde a envie.
tous les services de l'État se mobilisent, que ce soit pour les ports avec M. Gressier, que ce soit pour la ligne de train, que ce soit pour toutes les problématiques, les problèmes environnementaux, l'idée de cette ville-nature que nous avons de Paris au Havre, qui est cette articulation entre des zones d'intensité urbaine et en même temps des zones de nature et d'agriculture formidables. C'est un modèle de développement du XXIe siècle qui répond à cette hystérie. Tous nos concitoyens ont envie de ville nature. C'est aussi, si vous voulez, un des thèmes que nous avons porté, la coordination et le tressage de toutes les mobilités. Mais j'ai le regret de vous dire que j'en ai un peu assez de voir la SNCF faire des lignes de train et pas s'occuper des gares, les gens qui s'occupent des fleuves de s'occuper du port uniquement pour décharger, mais pas pour être des acteurs de l'économie. Parce que, Monsieur le Président de la République, savez-vous pourquoi est-ce que le port d'Anvers réussit et pas les ports français? Tout simplement parce que le port d'Anvers appartient à la ville d'Anvers et que le port d'Anvers est un acteur économique. Et qu'aujourd'hui, après des consultations avec l'ensemble des gens qui s'occupent, entre autres choses, d'un point de vue économique, du développement touristique et des croisières, les gens nous disent, si demain l'État français amène le train à la gare du Havre, Paris-Le Havre en 1 heure, c'est des millions de touristes qui arriveront au Havre, et tout parce que tout le monde voudra, tous les voyagistes. Aujourd'hui, le port du Havre et tous les ports français disent « Ah non, les voyagistes nous embêtent, parce qu'ils nous coûtent cher, parce que leur économie est totalement dissociée de l'économie de la ville. » Alors qu'à Anvers, à Rotterdam, à New York, le port et la ville ne font qu'un. Donc là aussi, Monsieur le Président, il y a une réflexion à mener, c'est qu'il faut changer le statut des ports. Il faut qu'on arrête de séparer le trafic fluvial et le trafic maritime. Moi, j'en ai assez de devoir régler des réflexions entre la rive droite et la rive gauche de la Seine, où tous les acteurs internationaux rigolent qu'on ne peut pas faire un développement cohérent parce qu'on n'a pas développé en France la filière du fluvio-maritime. Personne ne travaille. Vous voyez que de l'urbanisme, je suis passé à des choses très, très concrètes, et je pense qu'il faut absolument que vous nous donniez les moyens, puisque vous nous aviez dit très clairement, et faites-nous des projets, je trouverai les moyens de le mettre en place. Il faut une action coordonnée de tout le monde. Il la faut absolument, et c'est ça que je veux vous demander. Je n'ai pas raté mon voyage au Havre. J'ai donc trouvé le seul Français qui pense que je n'en fais pas assez, que j'ai pas assez d'ennuis et qu'il faut que je me charge également de cela. J'irai, avant qu'Antoine prenne la parole, juste une chose, M. Gernbach. L'idée du Grand Paris, je l'ai portée. Rien ni personne ne m'empêchera de le réaliser, cette idée. Voilà. Vous comprenez une chose. Je vois bien tous les obstacles, toutes les difficultés, tous les monuments qu'on met sur la route. Mais je crois au concept de ville-monde. Je crois au concept d'espaces qui vont au-delà des frontières administratives d'une ville, d'un département, d'une région, pour être des axes de communication et de développement. Et c'est vrai que j'étais enthousiasmé de l'idée que Paris a un port, que ce port s'appelle Le Havre, et qu'il y a un lien consubstantiel entre Le Havre et Paris. Et que si on coupe ce lien, on appauvrit Paris et on appauvrit Le Havre. Que c'est une réalité. Et que naturellement, on appauvrit la France, naturellement, on va appauvrir l'Europe. Alors, c'est pharaonique comme ambition. C'est immense, parce qu'à chaque fois, on se heurte. Vous savez, on conduit l'opération du plateau de Saclay, il y a une 60aine de maires sur le plateau de Saclay. Si j'avais dû attendre qu'ils soient d'accord pour qu'on avance, mais je pense que dans 50 ans, on parlerait du projet. Mais aujourd'hui, vous allez sur le plateau de Saclay, le chantier a commencé. Voilà. Donc il faut à un moment donné une volonté. Une volonté. Si Général de Gaulle n'avait pas eu la volonté de faire le nucléaire, la France n'aurait pas d'indépendance énergétique. Et j'ai le regret de constater que sur cette grande conurbation, depuis M. Delouvrier et le Général de Gaulle, il n'y a pas eu d'investissement à la hauteur de cette région capitale. Je ne le reproche à personne. C'est une réalité. Il n'y en a pas eu. Hein? Voilà. Et ce que j'ai voulu avec le Grand Paris,
c'est qu'on raisonne sur un espace qui seul nous donne la marge de manœuvre pour répondre aux attentes des habitants. Vous voulez quoi? De la qualité de vie et de la possibilité de vivre de votre travail. Pour cela, il faut raisonner en grand. Parce que si on raisonne en tout petit, il n'y a pas les marges de manœuvre et il n'y a pas les tuyaux qui se branchent les uns aux autres. C'est un ensemble, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et c'est un chantier où alors, mes prédécesseurs, qui a fait un musée, qui a fait une bibliothèque, c'est excellent. Moi, je veux le Grand Paris. C'est-à-dire que de la Normandie, sur toute cette vallée de la Seine, jusqu'à la capitale, avec le nord, avec toute l'Europe qui se trouve là, on crée une zone où les gens puissent circuler, voyager, commercer, travailler et vivre. Ou de nouveau, quand on parle d'architecture, on parle du beau, et on ne parle pas simplement du règlement. Truc extraordinaire, ce n'est pas parce que le beau est subjectif qu'on ne doit pas parler du beau. On ne parle plus maintenant que de statut, que de règlement. On oublie les gens, on oublie la qualité. Voilà. Et c'est ça que nous allons mettre en œuvre. Et croyez bien que je serai au rendez-vous du Grand Paris sur la vallée de la Seine, comme sur tous les autres projets extraordinaires qu'on met en œuvre. Et dans le monde entier, tout d'un coup, on regarde Paris, on regarde Le Havre. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, quand on parlait d'architecture, on regardait Londres, on regardait Barcelone, on regardait Berlin, on regardait New York et on ne regardait pas notre pays. Ce n'est pas la vision que j'ai de la France. J'ai une vision d'une France qui montre le chemin, qui a de l'ambition, qui crée. Et l'architecture, vous savez, les grandes époques de développement ont une grande architecture. L'architecture est le baromètre absolu de savoir si on est en décadence ou si on est en renaissance. Hein? Parce que quand on est en renaissance, il y a une architecture foisonnante. Et quand on est en décadence, il n'y a pas de projet. Voilà pourquoi j'ai voulu le Grand Paris. Pardon de dire ça comme cela, mais c'est pour le remettre dans sa dimension historique. Hein? C'est très important, l'architecture. Pas du tout une lubie de quelques personnes. L'architecture, c'est un art populaire. On n'a pas besoin d'acheter un billet pour l'architecture. On le voit immédiatement. On n'a pas besoin que quelqu'un vous explique. On est dans la rue et on regarde. Hein? Permettez-moi de vous dire que si Louis XIV avait eu le code de l'urbanisme d'aujourd'hui, c'était mal parti pour Versailles. Hein? Et oui. Hein? Et que si on avait toutes les associations de défense avec le pouvoir qu'elles ont aujourd'hui, hein, la Tour Eiffel, on pourrait dire dommage. Hein? Parce qu'il serait trouvé quelqu'un qui dirait hey, ça me bouche la vue. Non, j'ai rien. Non, Nathalie, j'ai rien contre les associations de défense. J'ai tout, mais j'ai rien contre. Bon. Non, mais comprenez. On ne parle plus que règlement. C'est le débat insensé sur les tours. Pour ou contre les tours, mais ça n'a pas de sens. Et Maurice Leroy connaît parfaitement ma position. On est pour les belles tours, on est contre les tours laides. Est-ce que le petit cube et le mitage, c'est la solution? Même, je le dis devant monsieur le maire, le thème de la densification, c'est absurde. Quand vous allez à Manhattan, vous ne dites pas « Mon Dieu, que c'est dense », c'est laid. Est-ce que quelqu'un se dit ça en arrivant à New York? « Mon Dieu, que c'est dense ». Il dit « Non, c'est beau, quelle architecture extraordinaire ». Et quand on va sur l'île Saint-Louis, que les rues font 2,50 m de large, on ne dit pas « C'est trop dense ». J'aimerais que tout d'un coup, la prime ne soit pas donnée uniquement à celui qui ne prend pas de responsabilité ou qui ne prend pas de risque, mais qu'on libère un peu tout cela, hein, qu'on respire un peu de tout cela, et que la prime ne soit pas donnée à l'élu qui ne prend aucun risque, parce que les grands maires dans leur ville sont ceux qui ont réalisé des choses, pas ceux qui sont nés dans le code et pour regarder ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, mais rien n'est permis. Alors, enfin, si on le... Et quand on me dit « nul n'est censé ignorer la loi », franchement, qui peut comprendre quelque chose, hein? Il y a 400 000 normes qui s'appliquent. Alors, on essaye de nettoyer tout ça, et je le dis pour le Grand Paris, parce que j'aurais à le dire pour la vallée de la Seine, si les procédures, je le dis en pesant mes mots, si les procédures normales, entre guillemets, devaient conduire à retarder au-delà de ce qu'il convient un chantier,
je n'hésiterai pas à proposer au Parlement une loi pour qu'on aille plus vite. Que les choses, là aussi, soient bien claires. Hein, c'est pas du tout que je veux m'exonérer, mais il y a un moment donné, sur le plateau de Saclay, si on était resté dans les règles habituelles, hein, en 35 ans, on passe de l'idée à la maquette. Bon. C'est pas du tout une question de tempérament, c'est pas vrai, je suis pas pressé, je suis pas... Non. Non, je suis élu pour un mandat de 5 ans, je dois commencer à travailler à la première minute et arrêter de travailler à la dernière seconde. C'est ça la réalité des choses. Hein? Voilà. Et régler les problèmes qui arrivent sur ma table et pas me dire je les laisse, c'est trop difficile. Parce que les problèmes qui ne sont pas difficiles, je vous garantis, ils n'arrivent pas chez moi. Hein? Il y a des gens merveilleux qui les ont pris avant. Hein? Donc vraiment, quand ça arrive sur ma table, c'est vraiment que c'est impossible. Hein? Que, voilà. Soit que c'est interdit, soit qu'il n'y a pas d'argent, soit que les gens sont contre. Bon, voilà. Antoine. Ça fonctionne? Ah, ben voilà. Monsieur le Président, d'abord, 2 remarques liminaires. La première, pour vous rappeler, mais vous le savez, que Le Havre est une ville de la Renaissance, puisqu'elle a été créée en 1517 par le roi François Ier, et que nous sommes au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vous dire que l'architecture à la Renaissance... La deuxième précision, c'est pour vous rassurer peut-être, Édouard Philippe et moi-même n'avions pas monté un complot avec Antoine Rimbac pour vous demander de céder à la ville du Havre pour l'euro symbolique, en maintenant naturellement vos subventions, le port du Havre. Ça n'était pas prévu et la remarque d'Antoine Rimbac n'était pas là. Monsieur le Président, votre discours au Havre le 16 juillet 2009 a suscité beaucoup d'espoir. Le thème, vous vous en souvenez, c'était la politique maritime de la France, le Havre, port de Paris, et le développement de l'axe Seine dans le cadre du Grand Paris. Au fond, les 3 sujets que nous avons évoqués dans cette table ronde. Tous les acteurs concernés, politiques, administratifs, économiques, associatifs, se sont mis en ordre de marche. Une coopération de plus en plus étroite entre les ports de Paris, de Rouen et du Havre, sous l'égide de Claude Gressier, des projets de territoire élaborés en réseau par les agences d'urbanisme d'Île-de-France et de Paris, de Rouen, de Caen et du Havre, la préparation du débat public sur la ligne à grande vitesse, conduite par le préfet Jean-Pierre Duport, un débat, vous le savez, qui devrait intervenir à l'automne. Enfin, 3 grands colloques sur le sujet de l'axe Seine. Le premier a eu lieu au Havre le 4 mai dernier. Le deuxième interviendra à Rouen le 23 mai prochain. Et un troisième à Paris, sans doute au mois d'octobre. Autrement dit, la mobilisation locale et régionale est considérable, et elle est d'autant plus forte que le projet que vous avez lancé intéresse naturellement les Normands, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un projet d'intérêt national. 3 gros dossiers sur les rails, le Grand Paris intramuros, la réforme portuaire et le canal Seine-Nord. Ils sont tous les 3 très porteurs d'avenir, à la fois pour la ville-monde, pour Paris-Capitale, et aussi pour les grandes places portuaires. Mais ces réformes, qui sont des réformes majeures, ne seront pleinement bénéfiques pour assurer à la France la place qu'elle doit tenir dans la compétition européenne et mondiale que si l'ouverture du Grand Paris sur sa façade maritime est réalisée parallèlement, concomitamment. Cette ouverture, ce sont la LGV mettant le Havre à 1h15 de Paris, desservant Rouen bien sûr, avec une liaison vers Roissy-Charles de Gaulle et le réseau TGV européen. C'est la modernisation en cours et la fiabilité du fret ferroviaire. C'est la fluidité du trafic fluvial de Rouen, premier port céréalier, et du Havre, premier port à conteneurs, vers le nord de l'Europe. Et c'est aussi tirer parti des formidables atouts que représente le potentiel industriel de l'axe Seine, dans le respect, Madame la Ministre, du développement durable, de nos riches terres agricoles, de nos paysages et de nos espaces naturels. La vallée de la Seine est un territoire privilégié pour la création d'industries nouvelles et d'emplois nouveaux dont notre pays a besoin. C'est enfin assurer au Havre et à l'estuaire de la Seine
une vraie place de métropole maritime internationale en liaison et en coopération avec Rouen. Les ports asiatiques, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sont pour nous un formidable défi. Ce défi, nous pouvons et nous devons le relever. Au fond, ce que nous attendons de la part de l'État, c'est-à-dire de vous, Monsieur le Président, c'est d'abord un texte législatif, analogue à celui qui a été imaginé pour le Grand Paris, permettant d'accélérer les procédures réglementaires, notamment pour le foncier et le développement durable. C'est un engagement financier fort et prioritaire pour la ligne ferroviaire nouvelle dans le cadre du Grand Paris. C'est enfin une méthode de travail efficace, une coordination claire à instituer entre les nombreux acteurs et un calendrier, Monsieur le Président, aussi précis que possible, car le temps presse. Merci Antoine. L'axe Seine a été l'objet depuis 2 ans de mon attention quotidienne. Et c'est bien pour ça que je reviens. Vous savez, ce serait plus facile pour moi de venir, de dire, puis de ne pas revenir. Je reviens systématiquement. Il y a moins de 2 ans, j'étais déjà avec vous ici au Havre pour annoncer la renaissance d'une idée ancienne, jamais réalisée, celle d'une ligne à grande vitesse entre Paris et la Normandie. Je vois d'ailleurs qu'on s'adresse à moi par la presse. Mais je me demande vraiment pourquoi ceux qui tiennent tellement à ce projet, ne sont pas présents ici. C'est difficile de parler quand quelqu'un n'est pas là. Et 2, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant moi, si c'était prioritaire? L'un était Premier ministre et ministre des Finances. C'est pas rien comme pouvoir. Est-ce que la ligne à grande vitesse Paris-Normandie a avancé d'1 centimètre? Moi, je suis élu président de la République depuis 2007. Je me bats pour faire avancer cette idée. Je vais donner un certain nombre d'éléments. Mais quand même, est-ce qu'on pense que les Normands ont si peu de mémoire? Si c'était si facile, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Le TGV n'existe pas que depuis 2007, à ma connaissance. Je suis friand des conseils. Et croyez que je n'en manque pas. Mais franchement, je ne vais pas m'inspirer de ces conseils-là qui ont abouti à ce qu'il n'y ait aucun investissement. C'est bien beau de dire que le président de la République ne va pas assez vite. Mais alors que dire de ce qui s'est passé avant? Je ne veux pas polémiquer, mais je veux que les choses soient claires entre nous. La deuxième remarque que je voudrais faire. Depuis que j'ai parlé de la ligne à grande vitesse Paris et Normandie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas perdu de temps, et je veux saluer d'ailleurs le travail accompli par Jean-Pierre Duport. Le réseau ferré de France a saisi la Commission nationale du débat public, qui a un président, M. Guérin, et nous allons organiser, entre octobre et début 2012, le débat public qui va permettre, je vous l'annonce, de choisir entre les 3 tracés. Parce qu'il y a, quelle que soit ma volonté d'aller vite, et j'ai vraiment la volonté d'aller vite, mais il y a un débat public. Nous sommes un État de droit. Et Antoine conviendra avec moi qu'on n'a pas perdu de temps. Il y a moins de 2 ans que je suis venu. Je vous annonce la date du débat public pour choisir entre les 3 tracés. Parce que tant qu'on n'a pas choisi entre les 3 tracés, c'est pas la peine de dire quoi que ce soit d'autre. C'est un préalable indispensable, mais considérable. Débat public entre octobre 2011 et début 2012. La commission est constituée, le président est désigné, le débat public, je vous l'annonce, aura lieu cette année. Pour la ligne à grande vitesse, c'est un pas absolument considérable. Alors, je vois qu'on essaye, à tous les niveaux de l'administration, de m'expliquer que c'est pas possible, que c'est impossible, que c'est... D'ailleurs, si c'était possible et facile, ça aurait été fait. Je ne vois que des gens qui me disent « Oh là là, dans le meilleur des cas, avec tous les délais, la construction de la ligne, c'est
2020 pour les plus optimistes. Bon. Je suis venu vous dire que je n'accepte pas ces délais. Je les refuse. Et donc, cher Antoine Rufenacht, je ne veux pas qu'on soit en retard pour la célébration du 500e anniversaire de la fondation de la ville par François Ier. Si mon souvenir est exact, c'est 1517. Ben, pour ne pas être en retard, on a un délai. Ce n'est pas de ma faute, c'est François Ier. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui, M. Fabius, veut écrire, c'est François Ier, parce que ce n'est pas moi qui ai fondé la ville du Havre. Hein? Fixons-nous ce calendrier. Et donc, cher Antoine, si les procédures actuelles, je le dis à Édouard Philippe aussi, et aux élus, si les procédures actuelles ne permettent pas d'aller assez vite au résultat, alors je réponds à votre sollicitation. Et je vous dis, nous passerons par un changement de procédure et donc par une loi. Comme nous l'avons fait, cher Antoine Grumbach. Oui, pour le Grand Paris. C'est exactement ce que nous avons... Attention, je ne suis pas hors la loi. Je dis au contraire, projet exceptionnel, mesure exceptionnelle. Comprenez-moi, pour faire la ligne à grande vitesse, il faudra acheter des terrains. Oui, parce qu'une ligne doit passer quelque part. Bon. Et pour des projets exceptionnels, la République prévoit des dispositifs exceptionnels. Donc vous m'interrogez pour savoir si j'étais d'accord ou pas. Oui. Hein? C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Ensuite, vous parlez financement. C'est extrêmement important. Mais le financement n'est pas tout. C'est capital, le financement. J'ai dit, le débat public, la commission pour choisir entre les 3 projets. Bon. Le chiffrage n'est pas encore arrêté selon les 3 tracés et selon le fait qu'on fait 2 ou 3 gares nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans le débat qui fait rage, j'en ai assez, hein, vraiment là-dessus. Mais enfin, disons que le financement est entre 9 et 13 milliards d'euros. Je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, selon les tracés. Mais ce que les Normands attendent aujourd'hui, ce n'est pas un chèque, c'est un engagement fort de l'État pour déterminer les principes de financement de cette opération. C'est ça qui compte. À quelle hauteur RFF, à quelle hauteur l'État, à quelle hauteur les collectivités territoriales. Eh bien, nous allons lancer une mission de financement dès aujourd'hui pour travailler sur le financement de la ligne à grande vitesse Normandie sur ces différentes variantes. De sorte que, à l'issue du débat public dont j'ai annoncé le lancement en octobre de cette année, nous puissions arrêter le tracé de la ligne à grande vitesse Paris-Normandie et les principes de financement d'un tel ouvrage. Donc, à la fin de cette année, disons, au début de 2012, on aura fait l'enquête d'utilité publique, enfin la commission de débat public, on aura choisi un tracé et on aura posé les bases du financement. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de faire autre chose, mais c'est capital. Hein. Est-ce que l'État est à 50% ou pas? Comment on se répartit les clés de financement? Bon. La ligne Paris-Normandie, c'est donc un chantier considérable. Mais le développement de la vallée de la Seine ne se résume pas à la seule ligne à grande vitesse, chacun le conçoit, Paris-Normandie. C'est une stratégie d'ensemble qu'il faut concevoir et mettre en œuvre. Alors, Antoine Rufenacht a parlé d'une méthode de travail. Parce que vous voyez bien que sur un projet de cette nature, il y a 15 administrations, 50 décisionnaires, et que si on ne crée pas quelque chose d'un peu différent, on ne s'en sortira pas. Puisque moi, je ne peux pas m'en occuper à chaque heure. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, bon, si on est raisonnable, ce n'est pas possible. Alors, il me semble donc indispensable de constituer une administration de mission, légère mais dotée d'attributions très claires, de pouvoirs de coordination étendus, dirigée par une personnalité incontestable, et je voudrais confier la responsabilité de cette administration de mission pour ce commissariat au développement de la vallée de la Seine à Antoine Rufenacht. En lui disant que nous... Alors, je vais préciser les choses. J'en ai parlé avec Antoine avant. Edouard le sait, on en a
discuter. Je ne veux pas rajouter une administration, ça n'aurait pas de sens. Mais une administration de mission, avec des collaborateurs, des moyens, branchés directement avec l'Élysée, pour pouvoir impulser le développement économique de cette vallée de la Seine, avec un homme d'expérience qui a été ministre et qui peut discuter et imposer un certain nombre d'administrations. Et avec l'engagement du président de la République que ce chantier-là et ce dossier-là est prioritaire pour le développement de la France. Voilà. Donc, le débat public à la fin de l'année, le choix du tracé au début de l'année prochaine, le choix des principes de financement au début de l'année prochaine, la possibilité que nous vous ouvrons d'une loi spécifique au même titre que la loi sur le Grand Paris, une administration de mission dédiée non pas simplement au projet LGV, Antoine, qui est central, mais qui n'est pas que ça, il y a d'autres choses à faire et à imaginer. C'est exactement comme le canal Seine-Nord ou comme la réforme portuaire. C'est pas la LGV n'est pas une fin en soi, elle est un élément au service d'un développement, un outil et un commissaire au développement de la vallée de la Seine, Antoine Rufflac, avec une administration de mission dépendant de la présidence de la République pour bien porter la dimension nationale de ce projet. Je crois que je ne pouvais pas annoncer plus aujourd'hui pour montrer l'engagement total et complet de l'État pour le développement de la Normandie dans son ensemble et de cette grande aventure qu'est le Havre, la ligne à grande vitesse et le développement de la vallée de la Seine. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, en m'excusant d'avoir été trop long, mais il vous a certainement apparu que l'avenir de ce territoire de France m'importe. Je voudrais dire d'abord combien je vais avoir plaisir à revenir dans la région avec mes collègues du G8, où pendant quelques jours, dans quelques semaines, la Normandie sera le centre d'une attention mondiale, puisque les 8 dirigeants du G8 viendront travailler à Deauville sur des sujets considérables, le nucléaire, l'Égypte, la crise économique mondiale. Enfin bon, c'est un grand plaisir que j'aurai à revenir ici. Mais je voudrais que vous compreniez en terminant qu'il y a pour moi un lien entre la réunion du G8 en France et la présidence française et la décision que nous avons annoncée avec le Premier ministre hier soir d'un meilleur partage de la création de valeur dans les entreprises françaises. Je voudrais que vous compreniez ce lien. La France ne peut pas refuser la concurrence du monde. Le monde est ouvert. Si les Français veulent rester ce qu'ils sont, attachés au modèle qui est le leur, ils doivent comprendre que pour garder notre mode de vie et notre protection sociale, il faut qu'on fasse le pari du changement et de la réforme, que l'immobilisme nous est absolument interdit. Le monde bouge à une vitesse stupéfiante. La France a tous les atouts pour gagner dans ce monde. Nous ne devons pas en avoir peur. Mais nous devons nous adapter à ce nouveau monde. Et cette économie de marché, qui a permis beaucoup de progrès pour l'humanité, doit être régulée. C'est le travail que nous faisons au G20 et au G8. Mais en même temps, cette économie de marché, cette politique économique que nous mettons en œuvre pour favoriser la compétitivité de nos entreprises, mais les résultats doivent être plus justement partagés. La question de la justice, ce n'est pas celle du nivellement. C'est celle qui consiste à convaincre chaque Français que quand la crise est arrivée, ils ont souffert. On leur a demandé de faire des efforts, et ils ont fait ces efforts. Vous n'avez pas le choix. Mais quand la reprise arrive,
ceux à qui on a demandé des efforts, doivent être les premiers bénéficiaires de cette reprise. C'est une affaire de justice. Et la question du partage de la valeur, j'ai demandé depuis 2 ans aux partenaires sociaux de négocier. La négociation n'a pas avancé d'1 centimètre. Et j'avais dit, si vous ne négociez pas, l'État prendra ses responsabilités. Qu'une entreprise fasse des bénéfices, c'est une excellente nouvelle. Et qu'une entreprise qui fait des bénéfices serve à ses actionnaires des dividendes, c'est une excellente nouvelle. Mais les salariés ont contribué aussi à la richesse de l'entreprise et à la réussite de l'entreprise. Ils doivent être associés, mieux que ça ne l'est aujourd'hui, à cette réussite. Et si vous ne comprenez pas ça, et si on ne comprend pas ça, c'est toutes les bases de notre société que nous mettons gravement en cause. La justice qui nous est réclamée aujourd'hui, ce n'est pas de créer de nouvelles allocations, les gens n'en veulent pas. Ils ont parfaitement compris que l'assistanat n'était pas une solution. Mais ils veulent que ceux à qui on demande des efforts quand ça va mal, ils bénéficient de la reprise quand ça va mieux. Et la règle que nous avons fixée avec le gouvernement et le Premier ministre, c'est que quand une entreprise sert à ses actionnaires des dividendes supérieurs à ce qu'ils étaient l'année précédente, c'est tant mieux. Eh bien qu'ils soient obligés de négocier dans l'entreprise pour que les salariés aient une petite part de cette réussite. Je crois que c'est juste. Alors j'ai vu se dresser devant moi les murs du conservatisme et de l'immobilisme, à gauche parce qu'on aurait aimé le faire et qu'on ne l'a jamais fait, à droite parce que c'est trop, au centre parce que c'est pas encore assez. Moi, ce que je veux, c'est que ça avance. Et toutes les entreprises seront concernées. Voilà. Hein? Vous comprenez, c'est le sens que je veux donner à tout ça, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous adapter. Et nous avons tous les atouts pour réussir. Moi, je crois dans notre pays. Je crois dans la France. Mais je ne pense pas qu'on peut réussir en travaillant moins que les autres. Je ne pense pas qu'on peut réussir en investissant moins que les autres. Je ne pense pas qu'on peut réussir en faisant comme on a fait il y a 50 ans, alors que le monde a changé. Voilà ce que je pense. Je ne pense pas qu'en disant aux gens « restez à la retraite à 60 ans », alors qu'un lycéen sur 2 va vivre jusqu'à 100 ans. Je pense que ce n'est pas raisonnable de dire une chose pareille. Je pense que dire aux gens « travaillez 35 heures », alors que le monde entier fait un choix inverse, je pense que ce n'est pas raisonnable. Et je pense que ceux qui souffrent de ça, c'est les plus petits, les ouvriers, les salariés qui sont le moins formés. C'est eux les premiers qui le payent de délocalisation et de chômage. Voilà. Alors ce n'est pas toujours un discours facile à tenir, mais c'est mon devoir de le tenir. Parce que tous les pays qui gagnent ont mis en œuvre cette politique. Moi, ce que je souhaite pour la France, c'est qu'elle soit plus prospère et qu'elle gagne. Je vous remercie de votre attention.